Voilà. Non mais c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de la difficulté que de monter un projet et d'être là. Parce que, et là on le voit que déjà pour 2028, ceux qui n'ont pas commencé à faire un bateau, ça va être difficile pour eux d'être là en 2028. Avec les règlements de qualification, etc., qu'on connaît, qui nous étaient enfin, pour ma part, qui était une épée de Damoclès depuis 2 ans, 3 ans, depuis le début. On courait après le temps, on courait en permanence. Et là, être là, c'est vrai que c'est une victoire, déjà, faut le savoir. Les gens, ils se rendent pas compte, ils voient des bateaux, ils sont jolis, machin. Mais derrière, il y a quand même tout un travail d'équipe. Et puis, c'est vrai que quand on est deux à partager un projet, on est toujours plus fort, c'est sûr. Donc c'est l'essence de ce projet. Je crois qu'on n'a jamais été aussi loin dans la collaboration entre 2 équipes pour mener un projet commun à bien. Donc, et c'est sûr que pour nous, c'est comme on se disait avec Eric, ben on est là, quoi. C'est ça. Et bon, et c'est pas rien, quoi, parce que je pense que là, en fait, c'est le dessus de l'iceberg, quoi. Donc là, c'est ce qu'on voit, mais ce qu'on voit pas, c'est dessous, c'est 90%, quoi. Donc, et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres aussi, parce que c'est des projets qui sont hyper riches en termes de rencontres, en termes de gens qui t'accompagnent, qui te motivent pour y aller, parce qu'il faut aussi, pendant tout ce temps-là, on passe par des moments qui sont pas faciles, et l'entourage fait partie aussi de la réussite de ces projets, de se donner confiance, et quand on partage les choses, qu'on est 2 sur un objectif commun, bah, quelque part on est à la fois plus fort, et puis dans la tête aussi ça rassure. Parce que c'est vrai que, comme disait Eric, l'argent on peut en trouver, mais le temps on l'arrête jamais. Et ça on est bien placé pour le savoir. Donc voilà à peu près l'ensemble du système. Vous êtes tous les deux des skippers et des personnalités très différentes. Quels sont vos atouts? Vous êtes complémentaires, mais de quelle façon? Moi, je suis plus un technicien, ça c'est sûr. Et Eric, il est plus littéraire. C'est ça, hein. Donc, oui, c'est pas péjoratif, hein, parce que des littéraires dans la salle, il y en a un paquet. Donc, si tu veux, il faut faire attention. Mais on s'aperçoit quand même que la technique est omniprésente, hein, dans tous les métiers. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure que la technique, elle nous emmerde tout le temps, mais elle est toujours là. Donc voilà, Eric, donc c'est cette complémentarité-là qui fait la force aussi d'une équipe, et qu'on soit encore, parce que c'est de la connivence, et qu'on soit encore amis au bout de tout ce temps, ce qui n'est pas gagné d'avance. Est-ce qu'on peut dire que ce projet est un projet qui peut avoir de l'avenir, un projet de mutualisation aussi poussé que le vôtre pour un bateau neuf? Oui, moi, j'ai la conviction que nos 2 bateaux sont les 2 bateaux de l'avenir. Et c'est des bateaux qui ont poussé le plus loin, je pense, dès la conception, 2 soucis qui sont majeurs et qui dépassent le sport, qui sont la sobriété et la mutualisation. C'est un truc que la nature fait depuis que la nature est nature, hein. Elle est sobre et elle mutualise tout. Et nous, c'est vrai qu'on a réussi à faire ça. Et c'est intéressant à plein de niveaux, parce que nos bateaux, en gros, ils ont coûté un petit peu moins d'1 million de moins chacun. On est en train de toujours faire les calculs d'ACV, mais on sait déjà que on a économisé 32% d'émissions de CO2 en partageant le même outillage et en choisissant un design aussi très sobre où il n'y a pas de foil.
Donc pour moi, avec les enjeux qu'on connaît tous, hein, on est tous aujourd'hui très éduqués sur les enjeux de la planète, sur nos enjeux, sur les choix qu'on va devoir faire demain en tant qu'être humain, en tant que société. Et je pense qu'on a vraiment l'avenir. Et on n'a pas envie de dire ce qu'il faut faire, parce que ni Jean ni moi, on a envie de donner des leçons, on n'est pas des censeurs, mais on avait envie de proposer notre vision. Pourquoi on n'a pas fait des foilers? Parce que, d'abord, on n'en avait pas envie, pour des raisons, on va dire, qui sont de la maîtrise de ton bateau. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est une raison forte, c'est-à-dire d'avoir un bateau plus simple que tu maîtrises. Moi, en fait, j'ai fait de l'Orma à une époque, et à un moment, les bateaux ont dépassé l'homme. Et moi, j'aime bien pisser dans la bastac tranquillement, sans avoir la peur de ventre. Donc c'est pour ça que la maîtrise du sujet, pour moi, elle est importante, et surtout sur un tour du monde. Je voulais pas avoir sur un bateau dont je n'avais pas l'entière maîtrise, puisque je connais très bien les plans porteurs hydrodynamiques, hein, puisque j'étais sur l'hydrotherre pendant très longtemps. Et voilà, je ne sais pas moi, alors peut-être parce que je suis trop vieux, hein, je ne sais pas moi maîtriser un bateau à foil sur 80 jours, dans la mer où on va. Donc c'est une des raisons, je pense, fondamentales. En plus de ça, on était un projet où il faut trouver des financements. Donc, quand tu cherches 5, c'est plus facile que chercher 10, c'est sûr. Et puis, je pense qu'on est aussi dans l'air du temps par rapport aux problématiques générales qu'ont les entreprises, tout le monde essaye de faire, je dirais, mieux avec ce qu'on a. Donc, essayer d'avoir un projet qui soit plus, on va dire, plus accessible. Et il y avait une autre raison, c'est que plus on va dans une escalade technique, et pourtant je suis bien placé pour le savoir, hein, parce que la technique c'est mon quotidien, plus on va aller dans une technique compliquée qui va faire appel à des personnes spécialisées dans tel domaine, plus moins ce sera accessible pour les jeunes générations futures, pour même les anciennes générations, mais je pense que l'accessibilité de courir sur ces bateaux est importante, puisque l'ADN du Vendée Globe était quand même, à moins que ça ait changé, ça a un peu changé, peut-être, sûrement, mais c'était quand même l'accessibilité aux PME et aux jeunes. Donc par rapport à ces paramètres-là, le projet qu'on avait fait avec Eric est assez, dans cette mouvance-là, assez exceptionnel. Donc voilà, et donc je suis très content moi de partir sur ce bateau, parce que je me sens à l'aise tout simplement. Et est-ce que ça vous gonfle de voir ça Ouais, c'est sûr que les brunes, ça compte pas pour des prunes. Développe un peu, je veux dire, ça veut tout dire. C'est-à-dire que si tu veux, quand l'organisation prend la parole pour faire de la discrimination entre les blondes et les brunes, je trouve que c'est pas terrible. Donc voilà, on est là aussi parce qu'on représente 37% de la flotte et on compte pas pour des prunes. Évidemment, surtout que c'est très éloigné des faits. Et quand tu regardes juste les faits, moi je m'intéresse toujours aux faits.
possible. Et quand tu regardes, parce que ce qui est étonnant, c'est de dire que les bateaux à dérive sont éloignés du top 10. Mais regardez le top 10 de 2020. Je l'ai sous les yeux. Il y a 4 bateaux à dérive. Et les 4 bateaux à dérive, c'est des designs de 2006. Des bateaux qui ont des designs de 14 ans auparavant. Et après, on n'a que des bateaux qui sont entre 2016 et des bateaux de génération 2016 et 2020 pour les foilers. Donc, pour moi, ce classement-là est complètement à côté de la plaque. Après, peut-être que ça va changer en janvier prochain, mais pour l'instant, c'est complètement en dehors des réalités. Bah, c'est sûr que j'aurais pu faire un 4e Vendée Globe sur Uber, mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Donc, moi, le premier bateau que j'ai construit, c'était en 2004, c'était Bonduel. Bon, j'ai fait 5 Vendée Globe, et donc pour le 6e, j'avais envie d'avoir un bateau nouvelle génération, et donc voilà, parce que je connaissais les limites d'Uber et j'avais envie d'avoir quelque chose d'autre. Mais c'est sûr que si dans le futur, parce que là aujourd'hui en fait il y a un plateau qui est plus important que le nombre de bateaux acceptés sur le Vendée Globe. Donc moi j'entends tous les discours de droite, de gauche, du développement durable, de ci, de ça, etc., etc. Moi j'avais proposé à la classe d'arrêter de faire les bateaux neufs. Et parce que je pense qu'effectivement c'était une solution pour dans le futur faire avec ce qu'on a, modifier, et là pour le coup effectivement le développement durable. Moi, je ne veux pas dire que, ok, nous, on a fait un bateau neuf, c'est sûr qu'on ne va pas faire de la communication sur le développement durable avec un bateau en carbone, etc. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas du tout, on va pas essayer de dire que, voilà, ça c'est évident. Donc, mais notre projet tel qu'il est là, justement, il va dans une voie du raisonnable. Mais si on veut être très très raisonnable, c'est sûr que je vois pas pourquoi on fera encore des bateaux neufs, parce qu'en fait ça n'a pas de sens quand on regarde bien. Donc on pourrait décider d'arrêter de construire des bateaux neufs pendant une période X ou Y. Pourquoi pas? Alors c'est sûr que les architectes seraient pas contents, les chantiers seraient pas contents. Mais d'un autre côté, on remplirait toutes les cases de la communication qui se passe de partout à dire développement durable, machin, etc. Ça, c'est sûr. Ça, je ne peux pas aller contre ça. Moi, j'ai la solution. Tu as raison. C'est vrai que la plus belle et la plus grande des sobriétés, c'est de rien faire. C'est de ne pas faire de bateau. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement proposer quelque chose de plus durable pour l'avenir. Et de nos bateaux, d'ailleurs, on les a fait pour être le plus durable possible. Donc on les a construits d'une certaine façon, notamment avec une coque monolithique. On a voulu vraiment avoir un bateau qui dure longtemps. Et ce qui est assez génial, c'est que comme nos bateaux sont si différents, ils sont plus légers, beaucoup plus légers que les foilers, ils sont très typés. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2028, ils resteront aussi les plus légers. Et donc, ils vont être indémodables. Parce qu'ils seront toujours à l'extrême opposé des autres. Et le truc, c'est, vous touchez un point qui est central. C'est est-ce qu'il faut arrêter, est-ce qu'il faut tout arrêter, ou est-ce qu'il faut continuer autrement? Et moi, c'est des questions que je me pose tout le temps. Et là, on a décidé, on s'est dit, nous, on n'a pas l'impression de nager à contre-courant, contre un courant très fort, qui va dans le toujours plus compliqué, toujours le plus technique, le plus cher. Et on s'est dit, on pouvait, en même temps, se faire plaisir, et il a raison de dire, genre, parce que construire un bateau, c'est un graal pour un marin, surtout construire un bateau pour le Vendée Globe, pour la reine des courses, quoi. Mais c'était
c'était vraiment en disant, bon, on va proposer une façon raisonnée de continuer, avant que tout s'arrête, quoi. Parce que peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera purement et simplement, la course à large. On n'aura pas le choix. Et donner une piste en disant, on peut faire raisonner, alors que toutes les entreprises aujourd'hui dans le monde, enfin pas dans le monde malheureusement, mais essaient de faire de plus en plus raisonnable, nous aussi, on doit faire notre part. Et ça, c'est une piste. Je ne dis pas que c'est la piste, mais c'est une piste. Avec vos bateaux à dérive, il y a quand même un objectif de résultat. Vous avez des sponsors, ne serait-ce que pour faire mentir les organisateurs. Où est-ce que vous vous situez dans la flotte, justement? Je ne me dis pas que vous n'avez pas d'objectif de résultat. Il y a un moment, on va finir 35e du Vendée Globe avec un bateau neuf à dérive. Ben, ça, c'est sûr. Ouais, mais du coup, c'est quoi, sans chiffrer l'objectif, mais c'est quoi votre idée? L'idée, on la verra à la fin. On regarde l'idée qu'on avait il y a 4 ans au départ. Elle était belle, l'idée. Il y avait que 2 bateaux qui couraient la course. Il y avait Hugo Boss et puis les Charal. Bon, 3 semaines après, le décor, il a changé, quoi. Donc si tu veux, le décor qu'on voit là aujourd'hui, bien là, celui qui est capable de prédire le décor dans 1 mois, 1 an et demi et 2 mois. Donc ça, c'est l'incertitude totale. Donc on peut essayer de répondre à des questions auxquelles on n'a pas de réponse, pour essayer de dire n'importe quoi. Mais moi, je ne sais pas dire n'importe quoi, donc on verra à la fin de la fois. J'en sais rien. J'en sais rien, on est tellement différents des autres bateaux. Ce qui est sûr, moi je peux te dire moi j'ai envie d'aller me battre avec les foilers. J'ai envie de laisser des foilers derrière. Et j'ai pas envie de me cantonner juste à un classement de bateaux à dérive. On a fait, t'imagines bien qu'on n'a pas fait des bateaux neufs à 5 millions pour aller se battre avec des vieux bateaux à dérive, c'est pas ça notre objectif. Après, je sais pas ce qu'elle reviendra de la course. Peut-être que je serai au milieu des bateaux à dérive. Le Vendée Globe, on sait à peu près rien prédire. Mais c'est sûr que notre ambition, c'est de se battre avec les meilleurs. Jean, il a envie d'aller se battre avec les meilleurs et c'est ce qu'il va faire. Et le truc, c'est qu'on a tellement des vitesses différentes, des allures différentes, que comment ça va se passer, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que nous, c'est des bateaux designés pour le Vendée Globe. Pour ces 80 jours environ de mer difficile. Et donc je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu à un moment donné. On a tout fait pour ça, on a travaillé dur pour ça. Est-ce que vous avez des prédictions de temps d'arrivée du premier sur le prochain Vendée Globe? Parce que ça, vous devez l'avoir. Vous n'avez pas de... Allez. Personne n'a ça. Personne n'a ça. Il y en a qui l'ont, mais ils ne le disent pas. Parce qu'il y a 4 ans, c'était 68 jours quand même. Oui, mais à certaines allures. Non, mais je te parle en moyenne sur des modèles numériques où les architectes font tourner, si tu veux, des modèles, et ça, c'est... tout le monde fait ça. Donc... oui, en théorie... En théorie. Voilà. En théorie, à certaines allures, les foilers vont tant de nœuds, 3-4 nœuds plus vite que vous. Ah oui, c'est donc clair. Sur le papier, c'est une réalité. Après, dans la course, on ne sait pas. Ben, c'est ça. C'est ça qui est bien, c'est de ne pas savoir. Donc du prêt dans le petit temps, c'est mieux. Le départ pour vous, enfin, c'est pas au prêt. Mais... Bon, ça nous va aussi. Ça vous va aussi. Il n'y a pas de limite. Hein. La limite, elle est à la volonté de ceux qui veulent mutualiser. Hein. Et je peux te dire qu'il faut une volonté farouche. Parce que si on n'avait pas eu cette volonté-là, on aurait eu le temps de plier les gaules plusieurs fois. Hein. Donc ça n'a pas de limite. Et heureusement que ça n'a pas de limite parce qu'il va falloir faire. Il va falloir mutualiser. On ne va pas avoir le choix. Hein. Donc, alors, le problème qu'on a à chaque fois, de toute façon, dans ce genre de truc, c'est l'ego. Parce que ça, c'est quand même la destruction d'un projet, c'est quand même l'ego des hommes et des femmes qui peuvent être, et nous, on s'en est bien sortis parce que je pense qu'on a accepté de l'un nos différences et je pense que c'est important aussi
Ça, je pense que c'est des vrais challenges. Parce qu'on s'aperçoit toujours que celui qui a envie d'exister, etc., par rapport à l'autre, c'est assez destructeur. Donc je pense que la limite, elle est la gestion de l'ego des uns et des autres. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Et c'est la peur, hein, la peur de disparaître, la peur de ne pas briller, la peur de perdre pied. Tu vois, c'est que des peurs qui sont pas fondées au début. Et après, mais ça exige une innovation dont on parle très peu, mais c'est de l'innovation humaine. Tout le monde parle de l'innovation technique, on parle toujours pour... tu vois, je suis toujours assez interloqué quand justement on parle de la performance des foilers. Donc la performance, c'est un éventail de facultés. Dans la performance d'un bateau de course sur le Vendée Globe, tu as la vitesse maximum, tu as la vitesse moyenne, tu as la fiabilité, tu as le bonheur des équipes, parce que la capacité à entretenir le bateau, tu as plein de facteurs. Et le problème, c'est si tu sacrifies tous les autres facteurs pour un seul, là, tu es dans la merde. Donc il faut apprendre à innover différemment. Et innover dans la mutualisation, c'est-à-dire se faire un peu mal pour créer des collaborations qui n'existent pas, ça c'est de l'innovation de demain. Mais ça remplit pas les magazines avec des photos de bateaux qui volent. Tu vois, dans tous mes projets sur la diversité humaine, j'étais confronté à beaucoup d'entreprises qui parlaient beaucoup de diversité mais qui en faisaient pas. Et ben là, pour aller chercher des partenaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as énormément d'entreprises qui parlent de sobriété, mais quand tu leur proposes un projet sobre, ils disent « Ah non, nous, il nous faut ça, nous, pour gagner, il faut ça, etc. » Et donc, les entreprises qui nous ont accompagnés de mon côté, après tu parles à toi, mais c'est des entreprises qui sont très investies et qui sont cohérentes dans leur discours. C'est-à-dire que le geste, la parole et le geste sont toujours ensemble. Mais ça n'a pas été simple, parce que moi, j'ai eu des rendez-vous où on m'a dit mais ça marche, votre truc c'est inintéressant, ça marchera jamais, c'est évident qu'il faut un foiler aujourd'hui, c'est ce qui fait vendre, alors que c'est des entreprises qui prêchent la sobriété tout le temps. On est un peu schizophrène. Hein. Parce que là, on est encore avec des bateaux très compliqués, hein. Ça c'est sûr. On peut faire plus simple encore ? Oui, on peut faire beaucoup plus simple. On y a pensé, hein. On a des projets. Hein. Mais c'est ce que dit Jean, nous on a un bateau, le but c'est qu'il soit le plus durable possible, donc c'est le garder le plus longtemps possible. Après quand on a commencé à réfléchir ensemble, on est allé très très loin. Hein. On est allé très très loin. Après on vit dans une boîte qui s'appelle la jauge et qui contraint cette innovation-là. Mais avec Jean on a des idées de bateaux hyper simples qui nous permettraient aussi à nous marins de naviguer plus. Parce que cette innovation technique, parfois, elle nous pourrit la vie. Hein. Quand tu fais le bilan, certes, c'est beau, les foils, les bateaux de plus en plus compliqués, de plus en plus chers, mais résultat, qu'est-ce qu'on fait ? Notre bateau, il passe son temps en chantier, on passe notre temps derrière un ordinateur à chercher des sous pour les financer, et on navigue pas. On navigue pas, et moi, à titre personnel, je souffre de pas assez naviguer, quoi. Et il y a des bateaux qui pourraient être beaucoup plus simples, et je pense qu'ils plairaient autant, voire plus au public qui est là, qui en grande majorité fait pas trop la différence, quoi. Et si on pensait un peu à nous, au lieu des architectes et des chantiers, si on faisait vraiment des bateaux de marins pour des marins, on ferait des bateaux plus simples. Ouais. Mais on en a plein les cartons, hein, les idées. On a la chance, devant les Globes, que ce soit pas une société privée qui soit à la tête de l'organisation. Donc leur but n'est pas de faire du résultat, leur but est de développer de l'activité, de faire plaisir et d'avoir un événement qui soit financièrement équilibré. Donc, et ce qui fait le succès aussi du Vendée Globe, je pense, puisque l'accès au bateau, l'accès au village est gratuit. Donc ça c'est quand même un modèle économique que je trouve assez intéressant. Et donc, on voit l'engouement qu'il y a eu depuis le début des 3 semaines du public.
parce que les gens, ils sont vraiment... il y a de plus en plus d'outils. Ce qui est rigolo, c'est l'album Panini, quand même. C'est quand même un truc... alors ça, moi, ça m'a frappé, parce qu'on est dans un monde où tout est, voilà, avec des téléphones, avec des trucs, des machins, et tu vois ce truc qui arrive, l'album Panini de 14-18, et qui fonctionne, mais qui fonctionne de la mort, quoi. Les gamins, ils collectionnent les images, moi, je trouve que c'est un vrai succès, tout le monde qui sont sur le village, toute cette tendance, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, en plus, ils sont très calmes, très gentils, très respectueux des choses. C'est, que moi, je suis à la loge, et puis je regarde les gens, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez les gens, c'est le regard et la démarche qu'ils racontent. Ça vient après. Et tu vois les gens qui se promènent sur les pontons, mais tu sens une espèce de paisitude, quoi. Les gens, ils se baladent, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas... Donc les gens s'y retrouvent dans cette ambiance, et ça, je trouve que c'est génial. Moi, j'ai appris déjà, techniquement, j'ai appris beaucoup de choses de Jean, ça c'est sûr. Et j'ai appris un truc vraiment important pour moi chez Jean, c'est que pour aller vite, il faut aller doucement. Et Jean, il a cette capacité, il fait les trucs, il a une colonne vertébrale très forte, et puis il avance, et dans tout ce qu'il fait, il prend du temps, mais ça veut dire qu'il, par exemple, il voit un fournisseur, il va pas parler par mail, quoi. Il va aller le voir, il va aller prendre un café, puis il va aller retourner le voir, et puis il va avoir une discussion avec lui, et tout est comme ça, et ça va jusque dans les manœuvres des bateaux. C'est fait une fois, il n'y a pas besoin de faire deux fois, c'est fait avec un rythme, et ça c'est un rythme d'une efficacité folle. Donc moi j'ai appris ça en particulier, et j'ai appris plein d'autres choses. Bah forcément, moi, l'espèce de technicien au fond de mon hangar, avec ma meuleuse et ma résine, mon carbone et tout ça, Eric, lui, il a une vision différente, forcément du monde, etc. Et ce qui est super agréable avec Eric, c'est qu'il a un avis, je dirais, différent, forcément, enfin, c'est même pas différent, mais il m'apporte des valeurs que moi je ne connais pas. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et d'ailleurs, dans ce projet, en général, pourquoi on fait ça, et pourquoi on recommence, et pourquoi on est là, c'est aussi, par exemple, parce que vous êtes là, et ça nous empêche de tourner en rond, quelque part, parce que les questions, les gens qui sont là, les partenaires, ça nous enrichit intellectuellement. Parce que forcément, si on reste dans son coin, on va pas évoluer dans sa tête. Et Eric, comme on est différent, forcément, Eric, il m'apporte une vision et une organisation différente. Et ça, c'est hyper complémentaire. C'est-à-dire que le niveau, il a toujours été, sur un Vendée Globe, ça a toujours été, voilà, il y a toujours eu, de mémoire, 4-5 leaders qui sont dans les pronostics, machin. Le dernier coup, c'était à peu près pareil. Il y avait Pivia, il y avait Hugo Boss, il y avait Charles. C'était les 3 leaders absolus. Cette année, on va dire, ça peut être assez rapidement pareil. Donc, après, qui vivra verra, mais la globalité générale du plateau, il n'y a pas, enfin, je trouve pas qu'il y ait de grosses différences par rapport aux autres années. Si, les grosses différences qu'il y a, c'est les bateaux qui ont des feuilles, les bateaux qui n'ont pas de feuilles. Là, non. Mais globalement, depuis que je cours, moi, il y a plus de bateaux, donc forcément, mais
sinon, globalement, je sais pas si on peut dire que le niveau est plus élevé qu'il y a 4 ans, qu'il y a 8 ans, je sais pas dire ça. L'accès des technologies, elle est la même pour tout le monde, donc je pense que en général, je dirais qu'il faudrait faire une étude un peu plus précise plutôt que raconter des bêtises, mais globalement, c'est à peu près pareil, je pense. Ah, c'est sûr qu'il y a 4 ans, c'était quand même, voilà, c'était quelque chose d'assez dur, on va dire, et dur pendant longtemps. Et bah, tu y retournes parce que tu as envie. En 2008, je savais, hein, je suis retourné après, et du coup, c'est comme les enfants en fait. Quand tu tombes dans ton vélo, on te dit tu remontes dessus, et puis ça va bien se passer. Donc là, on retourne sur le vélo, et puis on attend une nouvelle histoire. Une histoire qu'on ne connaît pas. Mais on est toujours sur une course, sur une aventure, et là c'est le côté aventure qui prime, puisque forcément, l'aventure par définition, c'est ce que tu connais pas, sinon tu ne vas pas. Donc c'est pour ça aussi que moi personnellement j'y retourne. Alors je sais pas ce qui va se passer, là. C'est pour ça. Bah il y en a quand même, je trouve qu'il y en a 6 quand même, donc je trouve que c'est quand même une grosse évolution par rapport à quelques années. Donc on est plutôt, on s'aperçoit que les femmes peuvent gagner le Vendée Globe. Ça, ce serait quand même un truc, hein. Mais c'est possible, parce que les femmes, elles ont quelque chose que nous, on n'a pas, hein. Donc c'est vrai que nous, par exemple, dans notre équipe, dès qu'il y a une femme, ça apaise un peu tous ces coques là, et ça fait du bien, quoi. Donc pour ça que moi j'avais fait les AG2R avec Florent, j'en ai fait 2, parce qu'il y a quelque chose de plus, parce qu'il y a une complémentarité, parce que à chaque fois que vous avez une grosse décision à faire dans votre quotidien, à qui vous allez demander, c'est plutôt sexe opposé, parce qu'il y a une complémentarité et de la même manière. Et de la même manière, donc, et en plus, ça prouve que le Vendée Globe est pas un sport de force, c'est un sport de mental et de tourner vite la manivelle. Ça sert à rien si tu sais pas ce qu'il y a au bout de sur quoi tu tires. Donc les femmes là-dessus, elles ont beaucoup de leçons à nous apprendre. C'est aussi l'avenir du Vendée Globe. Les autres séries en classe 40, en mini, il y a de plus en plus de femmes dans la course au large, et il en faut plus, hein, c'est sûr. Mais il y en a. Je pense que c'est un sport qui n'a pas à rougir de ça, et on aura encore plus de femmes demain, c'est sûr.